Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Grand est mon plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre Copines sur Spectrum Télévision. Ce soir, Entre Copines, nous allons aborder un sujet qui parle au cœur des femmes. Qu'elles soient jeunes ou plus âgées, célibataires ou mariées, elles caressent toutes le même rêve, celui d'avoir un bon mari. Mais qui est-ce donc le bon mari? Le bon mari, pour l'une, est-elle un bon mari pour l'autre aussi? Nous essayerons, avec mes invités de ce soir, de répondre à ces questions. Merci de rester avec nous. Le bon mari, qui est-il aujourd'hui? C'est le thème de notre échange de ce soir. J'ai 3 femmes qui ont certainement beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, de gauche à droite, j'ai Josiane Njoelon. J'aime ce nom. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, Amine. Alors, c'est la deuxième fois sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui. Merci pour l'invitation. Alors, tu es plus rayonnante. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans ta vie? Tu es plus belle, plus rayonnante. Vous ne trouvez pas? Oui. Je te taquine, mais ça allait de bien aller quand même. Oui. Par la grâce de Dieu, je pense que ça va. Ça va beaucoup mieux. Très bien. Alors, tu es entrepreneur? Oh, oui. Alors, tu as un événement que tu prépares. En 2 mots, est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est, en quoi ça consiste? Ok, l'événement, en fait, c'est uniquement Impact, comme nous l'avons appelé ainsi. Et le but, c'est de permettre à des personnes, des personnalités, de raconter un peu leur histoire, leur parcours. Et à travers ce parcours-là, justement, que ça puisse servir d'opportunité pour les autres. Donc, les expériences des uns servent d'opportunité pour les autres. Et ces personnes-là viennent raconter tout leur parcours parce qu'on ne voudrait pas que ce soit juste comme des success stories qu'on a l'habitude d'entendre, mais qu'ils puissent donner des détails sur des échecs qu'ils ont eu aussi, pour que ça puisse servir aux autres, quoi. Donc, c'est surtout ça, en fait. Ça va se tenir trimestriellement. On va commencer par le domaine médical avec un docteur d'hôpital général qui sera là et qui va nous raconter son parcours. C'est d'ailleurs une dame qui s'est retrouvée handicapée pendant 2 ans, mais qui ne s'est pas laissée faire, qui s'est remise sur pied, qui a pu écrire un livre aujourd'hui. Donc c'est tout un parcours qu'on aimerait raconter. Alors c'est les femmes ou bien c'est tout le monde? Non, c'est tout le monde. D'accord. C'est tout le monde. Il y a les femmes comme les hommes, mais bon, on va commencer par une femme. Très bien. Alors, on s'arrête sur la success story d'une, de quelqu'un pour inspirer les autres. Exactement. Ça aura lieu dimanche, le 23, pendant 4 heures de temps, de 14h à 18h. Très bien. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. À ma droite, on a l'incontournable Catherine Etonde. Bonsoir, Catherine. Bonsoir Hermine. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Josiane. Je rappelle que Josiane est ma fille, hein, c'est ma nièce directe. Ok, très bien. J'ai fait une réunion familiale sans le savoir alors. Ah oui. J'ai une belle histoire de la naissance de Josiane. Donc, tu vas nous la raconter plus tard. Alors toi aussi, tu rayonnes. Il y a un moment, tu as traversé un moment difficile, ça va maintenant? Oui, ça va vraiment mieux. Ça va vraiment mieux. Alors, je disais que les gens, tu es spécialiste de la santé mentale, sauf que quand ton mental est touché, il n'y a pas de spécialiste pour s'occuper de... Tu as fini par trouver un spécialiste toi-même pour ta santé? Oui, comme je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut. En plus, depuis le mois de septembre, on est en pleine campagne de sensibilisation sur des problèmes de santé mentale et d'accompagnement en santé mentale. C'est-à-dire, on va en profondeur sur les problèmes qui touchent les gens maintenant dans la société. Et ça marche parce que beaucoup de gens se sentent concernés, beaucoup de gens réagissent. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à exprimer. Et ça reste au fond de nous. Et quand ça reste au fond de nous, ça finit par nous détruire intérieurement. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire et ça va se terminer par les conférences et autres. Alors, ce que tu as dit aux gens, c'est que faites-vous aider? Oui, il faut se faire aider. Moi-même, à un moment donné, même, tout le monde m'a aidé parce qu'il faut parler. Quand on est dans une situation difficile, il ne faut pas se bloquer. Moi, j'ai eu un deuil qui m'a profondément touchée, mais si je ne parlais pas, je n'allais pas m'en sortir. Dans le cas du deuil, il faut même pleurer. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup parlé. Après, je suis sortie. Après, il y a d'autres problèmes. Si on n'en parle pas, c'est difficile qu'on s'en sorte. J'ai quand même fait un peu le coach. Bien sûr. Peut-être au-delà.
merci d'être là. Alors, tout juste à côté de moi, on a Joséphine Degas. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir, Anine. Alors, toi aussi, tu n'es pas nouvelle sur le plateau. Merci de m'avoir réinvité. Toi aussi, tu rayonnes, hein? Tu brilles de mille feux. Vous allez finalement me dire ce qui se passe, hein? Un peu de votre recette pour que... On essaye de rester à un bon niveau pour continuer à accompagner. Parce que quand on accompagne, on a besoin soi-même d'être... oui, de refléter. De garder un peu... de garder le moral, on va dire. Très bien. On va rappeler que tu es coach parental, spécialiste de la petite enfance. Oui. Alors, il y a beaucoup de traumas aujourd'hui que les enfants vivent ci et là. Est-ce que les parents ont recours à toi de plus en plus? Oui, beaucoup de parents se rendent compte que ça devient compliqué, surtout qu'on a des cas d'addiction qui se répètent, on a des crises familiales, on a beaucoup de situations qui amènent les parents à se questionner, est-ce que je suis un bon parent, est-ce que je fais ce qu'il faut? Donc, de plus en plus, on a, pas seulement des parents, on a des éducateurs qui se penchent plus sur la question. Très bien, merci d'être là. Merci. Alors, mesdames, on va commencer. Je commence par la question. Qu'est-ce qu'un bon mari pour toi, Catherine? Bonne question. Comme je dis souvent, si tu m'avais posé cette question il y a peut-être 30 ans, je t'aurais donné des critères physiques, beau, grand, petit, mince et tout ça. Mais aujourd'hui, quand on pose la question, je réponds autrement, par expérience et sur le plan professionnel. Un bon mari, c'est un mari qui est constant, un mari qui sait valoriser sa femme, un mari qui est cohérent. C'est-à-dire, parfois, les maris, quand un homme cherche une femme, il peut la flatter, il peut la couvrir de cadeaux, il peut être à son écoute tout le temps, mais avec le temps, ça commence à changer. Un bon mari le fait tout le temps, il est constant, il sait écouter, il sait ressentir les émotions de sa femme. Un bon mari, c'est celui qui amène la femme à être libre de s'exprimer sans avoir peur des représailles ou bien sans avoir peur qu'il ne la quitte. Donc si on a en face de nous quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous valorise, quelqu'un qui nous permet de nous exprimer sans nous intimider ou bien sans nous menacer, quelqu'un qui sait reconnaître nos émotions, qui sait reconnaître nos limites. Parce que ce qui n'est pas un bon mari, il ne reconnaît même pas les limites de la femme, il demande trop. Donc si on est épanoui à côté d'un homme, ça veut dire que celui-là est un bon mari. Très bien, ça c'est ta conception du bon mari. Alors, Joséphine, quel est le modèle de mari que les hommes, dans leur majorité, souhaitent avoir? Les femmes ou les hommes? Pardon. Le modèle de mari que les femmes souhaitent avoir? Les femmes souhaitent avoir des maris attentionnés, je dirais. Toutes les femmes souhaitent avoir des maris attentionnés, des maris qui écoutent, des maris qui peuvent les amener justement à être épanouies, à être vraiment heureuses, épanouies. Et justement, ce que les femmes recherchent, c'est être écoutées. Parce que les femmes, elles ont beaucoup à dire. Nous, les femmes, on a beaucoup à dire. On a des choses à raconter. Et les hommes, c'est pas toujours ça. Donc, ça crée souvent un petit fossé. Donc, les femmes, ce qu'elles recherchent, c'est un mari qui puisse être attentionné, qui les écoute, qui les amène à s'exprimer, à être épanoui, qui les accompagne dans leur challenge de la vie, qui les aide à accomplir, à réaliser leurs rêves. Oui, voilà. Alors, José, est-ce que le bon mari pour l'une est forcément bon pour l'autre? Non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que chaque femme, je me dis, chaque femme a sa sensibilité, a ses besoins propres. Donc c'est impossible que ce soit le même schéma qu'il faut employer pour l'une comme pour l'autre. Donc non, pas du tout. Pour moi, je réponds aussi à la question. Oui, bien sûr. Pour moi, le bon mari serait cet homme-là qui sait ce qu'il veut dans la vie, en fait. Parce que quand quelqu'un ne sait pas encore ce qu'il veut, il va te balader un peu partout et finalement, vous ne savez plus sur quelle base vous appuyer. Donc il est important qu'on travaille un peu plus l'estime de soi de toutes les personnes, que ce soit homme ou femme. Parce que si cette personne sait ce qu'elle veut, c'est un peu comme, tu veux, je sais pas, on va pas dire, c'est pas comme une entreprise, c'est vrai, mais ça pourrait être ramené dans ce sens-là. C'est-à-dire, ok, je sais où je veux aller et pour y atteindre, ou bien je me fixe des objectifs pour y arriver, voilà ce que je décide de faire. Voilà comment je compte fonctionner. Donc s'il n'y a pas déjà ces prérequis-là, ça va être très compliqué en fait. Parce qu'à un moment, chacun vient avec ce qu'il veut et quand il n'y a pas un accord commun, ça devient difficile de se retrouver
dans une telle union, quoi. Très bien. Alors, moi, dans bon, je mets une disposition de cœur. C'est-à-dire que il y a le mari qui est bien, parce qu'il est peut-être à l'écoute et tout. Il y a le mari qui est bon. C'est-à-dire que son cœur est... dans bon, je mets bonté quand même un peu. Est-ce qu'il est important quand même qu'on ait un homme qui a un bon cœur? Oui, un homme s'il n'a pas un bon cœur, forcément nous allons souffrir. Mais pourquoi on dit que les femmes aiment les hommes, les bad boys? C'est parce que on réfléchit parfois en termes de profit. Qu'est-ce que je gagne en allant avec cet homme? Maintenant, quelqu'un est mauvais, mais s'il nous donne de l'argent, on n'a pas de problème. Quelqu'un est mauvais, il est peut-être infidèle, mais tant que j'ai tout ce que je veux, il n'y a pas de problème. Mais un homme bon, c'est ce qu'il faut à sa femme. Et il sait lui donner ce dont elle a besoin. Et il sait lui apporter de l'amour. Il sait la protéger. Parce que les femmes ont aussi besoin de protection. Je pense qu'on est tous d'accord que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Mais il y a des bases. Oui, si à la base, les femmes recherchent l'épanouissement, mais comment est-ce qu'on s'épanouit? On peut s'épanouir quand on est à côté d'un homme qui est bon, qui a la bonté de cœur. Est-ce que la bonté ne se transmet pas? Est-ce qu'on n'attire pas ce qu'on est? Je veux dire qu'il y a des femmes qui veulent d'un homme qui est ci ou ça, mais elles-mêmes, elles ne le sont pas. Est-ce que ça ne peut pas être un problème aussi à reconnaître la bonté d'un homme? Un problème pour la femme à reconnaître la bonté? Oui, je veux dire qu'on cherche des traits de caractère chez des gens qu'on n'a pas soi-même. C'est-à-dire qu'on veut d'un homme qui est attentionné, on veut d'un homme qui écoute, et nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Est-ce que ça ne peut pas être, on ne sait pas être attentionné, on ne sait pas écouter? Est-ce que ça ne peut pas être un frein à reconnaître le bon mari en face de soi? Oui, forcément, c'est un frein. Si on n'est soi-même pas disposé à reconnaître, je veux dire qu'à construire une relation stable, on ne peut pas savoir si l'autre est bon ou pas. Maintenant, on rencontre des hommes qui sont bons, c'est-à-dire qui sont dans de bonnes dispositions de cœur et qui ont des femmes en face qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas le bon cœur. Donc cette femme-là, je ne sais pas ce qu'on va dire, soit elle est en souffrance, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourra pas reconnaître qu'elle a le bon mari en face d'elle. Peut-être parce qu'elle-même elle souffre, peut-être parce qu'elle est dans un conditionnement qui ne lui permet pas d'apprécier la valeur de l'homme qu'elle a. Mais on a trouvé des cas où le mari est vraiment bon, il est attentionné, il présente toutes les caractéristiques dont toutes les femmes mentalement bien portantes, que toutes les femmes mentalement bien portantes recherchent, mais il a en face de lui une femme qui est peut-être en souffrance et qui ne saura pas reconnaître en lui cet homme-là et qui va, dans la plupart des cas, le maltraiter, c'est-à-dire qu'il y aura problème. Elle va dire non, il ne correspond pas. Elle va rechercher peut-être un bad boy, comme je disais tantôt. Elle va rechercher un bad boy, elle va rechercher quelqu'un qui lui permet, comment on dit ça, d'assouvir ses manques, ses besoins. Donc c'est assez relatif. Alors Josiane, est-ce que tu penses pas que les femmes en elles-mêmes, beaucoup de femmes, ne savent déjà pas ce qu'elles veulent, ce qui est bien pour elles? C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à reconnaître l'homme, enfin à valoriser l'homme qu'elles ont en face de oui, tout à fait. C'est ce que je disais tantôt pour l'homme, justement. Donc là, on va globaliser pour dire on m'avait grande tâche. Parce qu'en fait, quand tu ne sais pas ce que tu veux, ça devient difficile pour la personne en face de te sonder ou de savoir dans quelle direction aller avec toi. Donc ça revient encore sur l'estime de soi. Il faudrait que, je ne sais pas si on peut baisser dans les cours, je ne sais pas, à l'école, pour que les enfants aient assez d'estime d'eux-mêmes et qu'ils sachent ce qu'ils veulent, qu'ils soient un peu plus confiants. Ça permet que quand tu vas dans une relation avec une personne, tu as le bagage qu'il faut. Et puis, il y a aussi l'aspect, il y a un côté spirituel dans la chose quand on parle de bonté. Oui. Parce que je dis souvent aussi une question de chance aussi parfois. C'est-à-dire, tu peux voir quelqu'un là et que ton attitude le pousse à être une très bonne personne aussi. Donc, les gens transportent beaucoup de bagages avec eux, du passé et tout ça là. Après, c'est difficile de gérer. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, la santé mentale, aujourd'hui en Afrique, on en rigole. Les gens ne prennent même pas conscience que c'est important. Ici, quand quelqu'un commence à dériver, on va juste redire non, c'est sûr que
c'est mystique. Si quelque part au village, quelqu'un est en train de l'embêter, mais pourtant il transporte un bagage, quelque chose qu'il n'a pas pu gérer dans son enfance, qui refait surface un jour dans sa vie. Et puis après, c'est difficile avec l'autre partenaire de savoir comment évoluer en fait. Très bien. Donc c'est tout ça qui crée généralement des freins en fait. Alors, Cathy, il y a un modèle d'homme, nous sommes en 2025, il y a nos parents avant, ils avaient des hommes. Est-ce que le modèle d'hier, le mari d'hier, est le mari d'aujourd'hui? Non. Le monde a évolué. Hein. Avant, les parents n'avaient pas assez de choix, ils n'étaient pas influencés par un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'influences. Certains n'avaient même pas accès à l'étranger. Aujourd'hui, on reste à la télé, on sait ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, on est dans les réseaux sociaux, on voit qu'il y a la différence. Les gens voyagent beaucoup, ils transportent les cultures et autres. Tout ça, là, ça influence. Ce que les femmes supportaient hier, elles ne sont plus prêtes à le supporter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mentalités ont évolué, parce qu'elles ont appris ce qui se passe ailleurs. Le monde actuel même aussi a évolué. Donc, les hommes d'hier aussi ne sont plus les hommes d'aujourd'hui. Avant, le chef de famille était respecté. Il était même à la limite adulé. Aujourd'hui, même le chef de famille doit faire ses preuves. Parce que avant aussi, l'homme était le principal pourvoyeur de fonds. On va y revenir, Oui. mais restons sur le mari d'avant, qui était le mari protecteur, le mari pourvoyeur, le mari souvent même qui ramenait tout à la maison et qui, quand il arrivait, quand on entendait le papa arriver, tout le monde se couchait, tout le monde prenait la position la meilleure. Est-ce que tu penses que c'était pas la meilleure façon avant? Aujourd'hui, quand on dit que le père arrive, tout le monde, on zappe même, on regarde même le film qu'il a interdit de regarder. Est-ce que le modèle d'avant n'était pas mieux que celui d'aujourd'hui? Bon, j'avoue que certaines personnes peuvent dire que c'était bien, mais moi, personnellement, je ne pense pas que c'était le meilleur modèle. Est-ce qu'on n'a pas trop instauré la démocratie à la maison où on pose trop de questions et on laisse ses enfants? Peut-être qu'on en fait un peu trop. Il faut savoir mettre les limites, mais il faut laisser nos enfants s'exprimer. Avant, nous, on n'avait pas le droit de parler. Bon, et même que certains parents nous laissaient parler. Moi, je me rappelle que mon père disait que si tu ne dis pas ce que tu as dans ton cœur, je ne saurais jamais. Donc, parle, même si tu dis une bêtise, parle. Mais beaucoup d'enfants n'avaient pas eu la chance d'avoir des parents qui se comportaient ainsi. C'est pour ça que quand l'enfant tournait même mal, on ne pouvait pas savoir. Mais aujourd'hui, quand on laisse les enfants s'exprimer, on sait ce qu'ils pensent. Même s'ils disent des choses dans la colère, on sait que l'enfant est fâché dans la colère, il a dit telle chose. On prend des dispositions. Mais avant, l'enfant n'avait même pas le droit de montrer qu'il est fâché. Il n'avait même pas le droit de dire qu'il est fatigué. Il n'avait même pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Bon, aujourd'hui, il faut juste essayer de les canaliser et trouver la juste mesure. Alors, Joséphine, est-ce que les femmes aujourd'hui prennent le temps de connaître l'homme vis-à-vis duquel elles s'engagent? Parce que je crois qu'il y a aussi un problème à ce... Enfin, tu me diras, mais est-ce que les femmes aujourd'hui prennent le temps de connaître leurs hommes? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Déjà, pour connaître l'homme, il faut se connaître. Est-ce que les femmes, poser la question de savoir, est-ce que les femmes se connaissent elles-mêmes? Je vais poser la question avant. Oui. Parce que pour connaître l'homme qu'on veut épouser ou bien connaître l'homme qu'on a en face de soi, il faut déjà savoir, est-ce que je me connais? Parce que si je me connais, je sais quelle personne je suis et je sais ce que, comme Josiane disait tout à l'heure, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et donc je sais ce que je recherche dans l'autre et je sais ce que je peux apporter dans l'autre. La question aujourd'hui est justement posée comme tu la poses. Est-ce que les femmes connaissent suffisamment, prennent le temps de connaître suffisamment, parce que de connaître même leur mari. Hein, je ne suis plus forcément avant de s'engager. On est déjà engagé, on est déjà là-dedans. Parce que pendant l'engagement, on peut cacher des traits de caractère. Hein. Tout à fait. Mais quand on est déjà dans la maison, est-ce qu'on prend la peine de connaître maintenant le mari? Ce n'est plus le gars. Hein. Le gars, on a l'option. Mais quand c'est déjà le mari, c'est parti. Oui, justement, ça je dis, pour connaître le mari, il faut déjà se connaître. Parce que quand il y a problème, je dis qu'on est déjà dans l'eau, comme on dit, dans la mer, comme on dit. On se rend compte que bon, il y a des choses qui ne vont pas. On va chercher à connaître l'autre. Mais je dis, la question commence déjà par soi-même. Je dois me connaître. Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, moi, personnellement, j'ai fait face à certaines difficultés. Et puis après, je dis non, l'autre n'est pas comme ci, l'autre n'est pas comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Et il y a donc justement une dame qui m'a conseillé un livre que j'ai commencé à lire pour essayer de traverser
cette épreuve-là. Et je me rends compte dans les conseils qu'on donne, c'est que en cherchant la solution, c'est plus tu vas à la découverte de toi. De toi-même. Et plus tu vas à la découverte de toi, plus tu sais qu'en fait, je voudrais parler de ça, mais bref, on va parler de ça, je vais parler de ça, c'est qu'on entre souvent dans le mariage ou bien dans des relations avec des blessures et donc avec des voiles. Donc on n'a pas suffisamment pris le temps de mettre les garde-fous, d'exprimer ses propres besoins, ses propres sentis, parce qu'on était déjà blessé. Donc quand on entre dans un mariage ou avec ses propres blessures, on ne peut pas déjà se connaître soi-même, donc on ne connaît même pas l'autre, et vice-versa. Donc les deux peuvent entrer dans le mariage avec des blessures, et après il y aura des difficultés. Maintenant, on fait comment quand on se retrouve là? Quand on se retrouve là, il faut déjà chercher à se connaître soi-même. Quand j'apprends à me connaître moi-même, je sais, ok, voici qui je suis, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas, je m'ajuste. Et quand tu fais ce travail-là, tu vas te rendre compte, en t'ajustant, l'autre va, va réagir en miroir. C'est-à-dire que puisque tu t'ajustes, ce que tu faisais avant, tu ne vas plus le faire. Donc, il y aura un questionnement dans le couple lorsque c'est géré avec, avec tranquillité. Il y aura cet ajustement-là. Donc, la question de savoir est-ce que les femmes connaissent suffisamment les personnes avec qui elles sont, c'est est-ce que les femmes se connaissent suffisamment? Et donc, parlant de santé mentale, comme Catherine et Josiane disaient tout à l'heure, on ne prend pas suffisamment la peine de s'interroger sur sa santé mentale, mais c'est fondamental, c'est une question fondamentale qui peut nous permettre de répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que je connais est-ce que je me connais? Est-ce que je suis en santé? Est-ce que moi-même je suis en santé? Est-ce que l'autre est en santé? Parce qu'il peut ne pas être bien juste parce qu'il n'est pas en santé. Hein. Cette personne-là, si on travaille sur elle, et je veux dire le mari qu'on veut bien, qu'on veut bon, peut juste ne pas être... peut juste être une personne qui n'est pas en santé et qui transporte un bagage émotionnel, un bagage d'enfance lourd, qui l'empêche, qui l'immobilise, qui le paralyse et fait de lui un très mauvais mari. Alors, avant de venir à toi, je viens à Cathy. Dis-moi, est-ce qu'il y a des questions fondamentales qu'on doit résoudre dans le couple d'abord pour avoir quand même une certaine stabilité, une certaine paix, un certain bonheur, parce qu'on se met ensemble, parce qu'on estime qu'ensemble on peut, on aspire à l'harmonie, au bonheur. Est-ce qu'il y a des questions fondamentales qu'un couple doit résoudre et lesquelles? Naturellement. C'est que parfois on refuse même de se poser les questions. Comme tu as dit à Neuf tout à l'heure, il est difficile de conseiller une femme amoureuse. Et quand on a besoin de quelque chose, quand on a, au départ dans le couple, on refuse de se poser des questions, on peut même être éprouvé. Mais une fois qu'on est dans le couple, je ne comprends pas pourquoi les gens se ferment. Donc on doit se poser des questions. Qui est-ce que j'ai épousé? Est-ce que je connais la personne que j'ai épousée? Comment est-ce que la personne a vécu? Parce que Josiane a dit tout à l'heure qu'il y a des choses même qui sont même dans l'enfance, qu'on vit dans l'enfance et qui ressurgissent quand on devient adulte. Si on a passé une enfance difficile, si on a peut-être perdu ses parents dans l'enfance, ça veut dire qu'on ne sait pas comment un homme peut... On ne nous a pas appris comment un homme et une femme peuvent vivre ensemble, ou bien on a eu une enfance difficile parce qu'on a été placé à tel endroit ou à tel autre. Ça peut influencer notre couple. Les questions de culture aussi peuvent se poser. Parce qu'on va épouser quelqu'un qui n'est pas de la même culture que nous. Est-ce qu'on a cherché à savoir comment ça se passe chez eux? Parce que des questions de culture, je le dis par expérience, il y a des gens qui ont eu des problèmes tout simplement parce que dans ma culture, on ne fait pas telle chose, mais on fait tout et telle autre. J'avais eu à rencontrer un couple et le monsieur, il disait que quand sa femme a eu des problèmes, quand elle est partie, elle n'est pas venue voir sa famille à lui. Et puis, il s'est appuyé dessus. Et l'assistante sociale qui était là, comme nous tous, on sait que c'est des hommes qui partent souvent voir la famille, elle insistait. Mais après, moi, j'ai demandé que, mais pourquoi tu insistes sur le fait que c'est la famille, ta femme et sa famille qui devaient venir te voir? Il dit que c'est dans notre culture, c'est comme ça que ça se passe. Tout de suite, on a compris que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ta femme sait que c'est comme ça que ça se passe? Oui. Là, on a géré le problème autrement. Donc, les questions de culture sont aussi importantes. Il y a parfois, il faut qu'on cherche à connaître ce que notre partenaire aime, ce qu'il n'aime pas. On doit discuter de ces questions.
Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il peut supporter? Jusqu'où peut-il aller? Parfois aussi, il y a des problèmes de la famille qu'on doit, qu'il est important qu'on aborde. On a l'habitude de dire que la belle-mère est méchante. La belle-mère n'aime pas forcément la belle-fille. Les belles-sœurs sont méchantes. Mais nous tous, nous sommes belle-mère et belle-fille quelque part. Hein? Donc, ou nous le saurons. Hein? Ou nous le saurons, oui. Donc, on doit, quand on parle de la belle-mère et de la belle, parfois on pense que notre belle-mère est méchante. Mais notre mère qui est belle-mère, elle n'est pas méchante. Donc, c'est autant de choses qu'on doit connaître. Des questions de religion aussi, non? Voilà, il y a aussi une question de religion. La question de religion est aussi importante. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est dans une religion, il prie 5 fois par jour. L'autre est dans une autre religion, il part à la messe le dimanche. L'autre est dans L'autre se réveille la nuit, il prie. Il prie. Et quand il prie, il doit vraiment il prie fort. Il prie fort, voilà. Il faut le dire. Hein? Il prie fort. L'autre estime qu'il doit dormir. Il doit dormir alors que l'autre est dans une religion où il va de porte en porte prêcher et tout ça là. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte et il faut en discuter. On en discute pas pour accuser son partenaire, mais pour comprendre et savoir quelle solution de compromis nous devons trouver. Parce que ce qu'on remarque dans les couples, c'est que quand la discussion commence, chacun veut tirer la couverture de son côté, chacun veut gagner, chacun veut remporter la victoire. Or, quand on passe sur la défensive, l'autre se met aussi sur la défensive. Mais si on discute des questions fondamentales avec amour, dans le but d'avoir des résultats, dans le but de resserrer nos liens, dans le but d'apprendre à se connaître, généralement on trouve des solutions. Alors, permets-moi de revenir sur la question de la religion. Il y a des femmes qui prennent un temps de jeûne sans dire à leur mari, par exemple. Et la femme, le mari, sa femme est à sa disposition. Le jour où il veut disposer de sa femme, elle lui dit « je ne peux pas le faire ». Moi, je pense que les femmes devraient, cette question de religion doit être complètement mise à plat dans un ménage et se dire que, ok, moi, quand on prend un temps de jeûne, par exemple, où on n'est pas supposé être actif sexuellement, que son mari soit d'accord avec ça. On est d'accord? La religion nous influence beaucoup. Hein. Ça, il faut le dire. Quelle que soit la religion dans laquelle on est, elle nous influence énormément. Cathy, permets que je laisse Joséphine s'exprimer sur la question. Je sais pourquoi je le dis. Est-ce qu'il est important pour la stabilité du mariage et pour le bonheur collectif, que cette question de religion soit mise à nu et que les époux soient d'accord dessus? Tout à fait, tout à fait. Josiane parlait tout à l'heure d'une dimension spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc on ne peut pas évoluer sans tenir compte des 3 dimensions. Maintenant, pour la question que tu évoques, la question de est-ce que la femme peut prendre un temps sans informer son mari, il faut revenir à ce que les Écritures disent. Je n'ai pas envie de dire la Bible. De ce que les Écritures disent. Les Écritures disent que le corps de la femme appartient à son mari et le corps de... et vice-versa. Et vice-versa. C'est-à-dire que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à la femme. Donc, on ne peut pas disposer de son corps à partir du moment où on est dans un engagement conjugal. On ne peut pas disposer de son corps comme on veut, parce que ce serait une faute même vis-à-vis de l'autre. Donc, les personnes qui le font peut-être par ignorance, mais on ne peut pas disposer de son corps comme on veut, c'est-à-dire que sans l'autorisation de l'autre. Sauf s'il y a eu, sauf s'il y a eu faute, ou bien s'il y a eu un incident qui vous amène à être séparés l'un de l'autre. Mais si c'est vraiment dans le sens pieux, une femme qui veut vaquer à la prière ou un homme qui veut vaquer à la prière doit informer son conjoint et dire voilà, je veux vaquer à la prière. Est-ce que tu permets que qu'on se mette un peu à l'écart? On va dire ça comme ça. Alors, j'ai fait exprès d'évoquer la question parce que c'est un sujet de beaucoup de tension dans les couples. Alors, Josiane, dis-moi, est-ce que dans cette histoire de mariage, il n'y a pas vraiment une réelle question de correspondance? Est-ce que finalement, il n'est pas important que les époux se correspondent d'abord? Se correspondre. Alors, c'est-à-dire que oui, tu es... Voilà, matcher, quoi. On appelle ça matcher. Compatible, on appelle ça matcher. Bref. Oui. Matcher. Moi, personnellement, je dirais que naturellement, l'homme, la femme doivent pouvoir se matcher en fait. C'est pas aussi naturel que ça. Hein? Je pense que si. Enfin, c'est mon avis. Hein. Je pense que si. Ça devrait se faire naturellement. Parce que, comme on le dit, il y a l'homme, il y a la femme, le sexe masculin et féminin. On sait que voilà,
Mais maintenant, derrière, il y a beaucoup d'autres aspects dont il faut prendre en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les départs, les bases qui sont mises. Les problèmes naissent généralement parce que une personne essaie de dissimuler qui elle est en réalité. En fait, en général, c'est ça. C'est-à-dire, on essaie de cacher qui on est. C'est un peu le cas qu'on a avec les pervers narcissiques qui ne disent pas réellement qui ils sont parce qu'ils savent que justement, si je dévoile pas leur... Si je dévoile qui je suis, si je dis ce que j'aime faire, est-ce que... Mais n'oublions pas aussi que tout, comme je disais, tout part de son passif. Je reviens toujours dessus parce que c'est important. Parce qu'il y a des... On dit que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Et ça, c'est un aspect qui est assez important et qu'il faut valoriser. Surtout pour les parents, c'est-à-dire quand tu dis qu'un enfant, il faut bien que tu te mettes à l'esprit que le garçon que je suis en train d'éduquer là aujourd'hui, il sera le père de quelqu'un demain, il sera l'époux de quelqu'un. Si tu n'as pas cette notion-là, tu vas l'éduquer comme, je sais pas, il y a des gens qui éduquent juste, bon, ok, il est né, bon, il faut qu'il mange et puis c'est tout quoi. S'il va à l'école, c'est suffisant, mais ça ne s'arrête pas là l'éducation. On doit pouvoir aller plus loin que ça. On doit suivre véritablement un enfant. C'est comme moi, je vous donne un exemple. Mon fils, par exemple, il y a un de ses camarades qui a giflé sur une fille. Et puis, il est rentré, il raconte ça à sa soeur. Il me dit, mais est-ce que lui, s'il fait ça, il sait que je vais seulement venir m'occuper de lui à l'école. Parce qu'il sait que ce n'est pas une bonne chose, que la violence et les proscrites à la maison chez nous, c'est vraiment, il n'y a pas de négociation à ce niveau. Donc, s'il arrive à comprendre déjà ça, c'est qu'il sait qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et cette limite-là, c'est nous, les parents, qui devons l'inculquer. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, parce qu'il y a des parents, même des copines ou des amis, qui parfois laissent passer trop de choses. Ce sont ces mêmes choses-là qui sont des tares pour la personne qui est adulte demain. Pour le mari de demain. Oui, pour le mari ou bien pour la fille. Ne restons pas sur le mari. On est du mari. En l'occurrence, on est dans le mari. On laissera les hommes, on trouvera le moyen de donner la parole aux hommes qui parleront des femmes. Là, on est le mari de demain, quoi. Donc, il faudrait que nous, parents, qu'on essaye de se sensibiliser entre nous et qu'on essaie de comprendre que l'éducation qu'on donne, elle a un impact pour demain, en fait, pour le futur. Très bien, mais on est ce bon mari-là qu'on fait aujourd'hui. Mais au-delà de l'éducation, on peut rattraper, non? Un homme qui n'a pas été, dont l'éducation a été un peu, pas correcte. Est-ce que, étant le mari, il ne peut pas apprendre de sa femme? Est-ce qu'il ne peut pas apprendre de l'environnement dans lequel il est? Est-ce qu'il ne peut pas... Moi, je pense que ça va être très difficile. C'est difficile de rattraper ça. Même quand on est très intelligent, on dit l'enfant, là, il est l'adulte de demain. Ça dit, si tu lui as fait comprendre que il faut, par exemple, aller seulement chez les marabouts pour soigner tes enfants. Pour lui, il a grandi comme ça. Pour lui, c'est que quand quelqu'un est malade, c'est là-bas qu'on va. C'est son Dieu là-bas, en fait. Maintenant, il va s'associer avec une personne qui n'a jamais été là-bas et qui, pour elle, on lui a appris un seul Dieu. Elle est peut-être de religion chrétienne, comment je dirais, musulmane ou chrétien. Oui. Mais elle ne conçoit pas ça, en fait. Ce qui fait qu'il commence à avoir des disparités entre le couple. C'est difficile parce qu'à un moment donné, il faut transmettre aux enfants. Qu'est-ce qu'on va leur transmettre à ce moment-là? C'est difficile. Et ça crée une barrière. Ça sera difficile de revenir arranger ça. Comment on va arranger ça, en fait? Tu ne vas pas lui dire à un certain âge que non, il faut changer complètement. C'est difficile. Sauf s'il y a eu un élément, un impact, je ne sais pas, quelque chose. Il y a souvent des événements très forts dans la vie qui arrivent. Je ne sais pas, tu perds brusquement tes deux parents, quelque chose qui te fait complètement changer. Mais c'est peu, en fait, c'est difficile. Très bien, mesdames, on va s'arrêter un moment. On a invité d'autres personnes au débat. On leur a demandé pour elles, qu'est-ce qu'un bon mari? On les écoute, on revient juste derrière. Pour moi, un bon mari, c'est celui qui est responsable d'abord, attentionné et surtout aimant, respectueux. Foiré, c'est un peu l'âge, mais un bon mari, c'est celui qui doit savoir se battre pour sa famille et prendre soin d'elle. Un homme ou un mari? Un mari. Voilà, un mari, ouais, c'est celui qui va prendre soin de sa femme, de ses enfants, de la maison. Celui qui va respecter sa femme. Ouais. Pour moi, un bon mari, c'est un homme attentionné qui s'occupe de ses enfants, sa femme. C'est ça, en tout cas, c'est ça pour moi un bon mari.
Mais il n'y a pas de bon mari qui commence par dire il n'y a pas de bon mari. J'ai seulement dit ce que j'attends d'un bon mari, mais je sais qu'il n'y a pas de bon mari. Un bon mari, c'est celui qui a ses responsabilités en main. Il ne prend pas pour ses enfants, sa famille, côté femme, côté de la femme et de son côté. Et les enfants, c'est ce qu'on dit un bon mari. Un bon mari, pour moi, c'est celui qui prend soin de ses enfants, de sa femme à la maison. C'est ça. Il assure l'éducation des enfants. Hein? En payant la scolarité des enfants, tout, et mettant sa femme aux petits soins. C'est pas ça? De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très bien, vous regardez Entre Copines, l'émission, la plateforme d'échange entre les femmes, qui est diffusée samedi quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Et ce soir, avec mes copines, nous essayons de comprendre ce qu'est un bon mari pour les unes et pour les autres. Je suis avec Joséphine, avec Josiane et avec Catherine. Alors, mesdames, vous avez écouté l'élément qui est passé. Et de ce que les femmes disent, toutes les femmes qui sont intervenues semblent dire que le bon mari est celui qui est capable de prendre soin de sa famille. Alors Catherine, j'ai envie de te demander, est-ce qu'un homme doit forcément être le pilier financier de la famille pour qu'il soit un bon mari? Il peut ne pas avoir les moyens, mais c'est son travail, c'est le devoir de l'homme, c'est lui qui doit s'occuper de sa famille. Je répète ma question, est-ce qu'il doit forcément être le pilier financier du couple pour qu'il soit taxé de bon mari? Non, non. Parce qu'un homme peut être au chômage, un homme peut être, il peut être un débrouillard, un homme peut être à la retraite ou je ne sais pas. Donc, s'il n'est pas le pilier financier de la famille et qu'il a d'autres qualités et qu'il se débrouille quand même à rapporter quelque chose à la maison, qu'il respecte sa femme, qu'il s'occupe de ses enfants autant qu'il peut, c'est un bon mari, s'il a des valeurs. Donc moi je disais au début qu'un bon mari, c'est celui qui est constant, qui est cohérent. Donc qu'il ait beaucoup d'argent ou pas, qu'il soit le pilier ou pas, s'il est respectueux, s'il est protecteur, s'il est constant et il est cohérent et constant dans ce qu'il fait, ça veut dire qu'il est un bon mari. Alors, on se connaît, hein? On ne va pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous, les femmes, on se connaît très bien. Alors, si vous avez un homme à la maison qui est en difficulté pendant un long terme, parce qu'à court terme encore, je sais qu'on peut, à un long terme, et qu'il est quand même un homme bienveillant, attentionné et tout, mais qui n'arrive pas à gérer, est-ce que nous, les femmes, on va continuer à considérer qu'il est un bon mari, même si elles ont dit qu'elles veulent de l'attention. Si on leur donne de l'attention sans payer les factures, il sera toujours un bon mari, Joséphine? Non, je suis honnête, je préfère dire qu'il ne sera pas un bon mari parce que ce qu'on attend, c'est pour ça là, justement la première réaction de Catherine, c'est que ce qu'on attend d'un homme, ce qu'on attend d'un mari, c'est qu'il prenne soin de sa famille, c'est-à-dire qu'il pourvoie aux besoins de sa famille. Et ce qu'une femme attend de son homme, c'est qu'il prenne soin d'elle. Et j'ai souvent à dire que même si une femme gagne 1 milliard et que son mari lui donne, je dis n'importe quoi, 10 000 francs, ces 10 000 francs-là ont plus de valeur que le milliard qu'elle gagne. Pourquoi? Parce que divinement, il a été établi que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc pour les hommes qui nous écoutent, vraiment, un mari doit pouvoir financièrement aux besoins de sa femme. On ne dit pas qu'il ne peut pas être, il ne peut pas passer par des difficultés, mais il doit mettre un point d'honneur à prendre soin financièrement de son épouse et de sa famille. Alors divinement aussi, il a été établi que une femme est une aide pour son mari. Alors est-ce que le modèle de mari hyper protecteur, pourvoyeur, je ne sais pas, moi, n'est pas dépassé un peu, Josiane. Est-ce que ce modèle de mari là, que c'est seulement lui qui doit, quand le gaz finit, c'est lui qu'on appelle d'abord, quand l'enfant chauffe, même s'il est au pôle Nord, on dit que viens vite, l'enfant chauffe. Est-ce que ce modèle n'est pas un peu dépassé en 2025 quand même? C'est à mon tour que tu dis. C'est à toi que je demande exactement à toi.
Oui, bon, moi je dirais que c'est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, l'homme comme la femme se lève chaque matin pour aller chercher le pain quotidien. Mais je reviens encore, la base, c'est l'entente. Il faudrait que les deux puissent s'entendre. Et puis, tu sais, la société aujourd'hui est tellement complexe. Parce qu'il y a des personnes qui cachent tellement. Tu es en train de cacher. J'ai une cotisation ici, mon mari ne sait pas. Donc, si c'est la dame qui a la cotisation à payer, il ne faut pas qu'il décroche, il faut pas. Donc, ça devient un peu suspicieux dans le couple. Et puis, c'est ça qui gâche généralement les relations. Parce que ce soit l'homme ou la femme, il peut arriver qu'à un moment, ça ne donne pas. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, c'est ce que c'est. Il y a des périodes où tu as de très bonnes, c'est la flambée. Et puis, il y a des périodes où c'est pas, tu n'as rien, où tes factures traînent, on te paye après 1 an ou 6 mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre. Et pour attendre, il faut que tu aies cette personne en face qui comprenne ce que tu fais et qui puisse t'accompagner. L'accompagnement financier aussi, l'accompagnement psychique et tout. Et ça doit se faire dans les deux sens. Parce que justement, cet homme-là, il faudrait aussi cette femme prévoyante qui se dit, OK, il a aujourd'hui, si demain il n'a pas, elle met un peu de côté. On dit souvent que la femme, elle garde bien l'argent. Hein, et tu le sauras quand son enfant sera malade, pas avant. Ou quand son enfant aura faim. Non, la famille, elle sait que le père peut se battre, il cherche quelque chose. Mais quand il est malade, là, non, elle sait qu'il n'y a plus d'issue. Il faut que l'enfant là est à l'hôpital. Elle va sortir ce qu'elle a caché quelque part là. Donc, c'est pour se dire qu'il faut penser aussi au mauvais jour. Que cet homme-là ne sera pas toujours au top tout le temps. Non, à un moment donné, il sera fatigué. À un moment donné, il y aura la retraite. Donc, c'est la dame qui doit peut-être l'amener à comprendre que, OK, diversifions notre portefeuille. Que justement, si tu n'as plus de boulot demain, il y a d'autres activités génératrices de revenus qui puissent nous apporter de l'argent. Moi, je vois plutôt ça dans une collaboration, en fait. Est-ce que le problème ne réside pas dans le fait que les femmes, elles veulent tout retrouver chez leur mari? Celui qui pourvoit, celui qui écoute, celui qui fait tout. Est-ce qu'on n'en demande pas trop à ces hommes, à ces maris-là? Oui, parfois on en demande trop. C'est ça que je disais que il y en a qui réfléchissent trop en termes de profit. Donc quand je vais me marier, je suis en train d'aller gagner quelque chose. C'est pour ça que parfois, quand les gens se séparent, tu entends que je n'ai rien gagné dans ce mariage. On ne partait pas gagner. Beaucoup de femmes disent ça. Ça m'a rapporté quoi? J'ai gagné quoi? C'est pas la loterie, oui. Il m'a perdu de temps. Il doit me dédommager. Et ça, c'est des choses qu'on entend. Donc, nous devons savoir que le mari, les gens disent souvent que le mari n'est pas le portefeuille ou bien la banque ou le distributeur. Il n'est pas le distributeur. Nous devons savoir que nous aussi, nous avons quelque chose à apporter. Dans le couple, on doit apporter notre part. Le mariage, c'est un endroit où on échange et qu'on partage. Joséphine disait tout à l'heure qu'on doit apprendre à se connaître. Une personne qui se connaît est déjà mentalement stable. Ça veut dire qu'elle va aussi apprendre à connaître l'autre et connaître ses limites. Elle va accepter aussi les limites de l'autre. Or, si on réfléchit beaucoup en termes de profit, vraiment, on sera dans les petits détails, regarder qu'il n'a pas apporté telle chose ou telle autre. Et quand on n'est pas dans le profit, justement, on réfléchit, comme Josiane a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il peut gagner 100 millions et après, il gagne encore de l'argent après 1 an. Quelqu'un peut aller à la retraite, quelqu'un peut perdre brusquement son travail, quelqu'un peut tomber malade même. Hey, parce que si on a quelqu'un qui est malade, qui est diminué physiquement, qui ne peut plus rapporter autant qu'avant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les temps ont aussi évolué. On ne peut pas tout miser sur une personne. C'est même risqué aujourd'hui. Parce que si on mise tout sur une personne et que la personne ait des problèmes par la suite, comment nous on fait? Alors, on a beaucoup parlé d'un mari attentionné, un mari qui écoute. Est-ce qu'il est important de dire aux femmes, apprenez aussi à écouter vos maris? Apprenez à être attentionné vis-à-vis de vos maris. Est-ce qu'il est important de le dire aux femmes aujourd'hui? Parce qu'elles attendent de recevoir tout ça, mais elles ne savent pas que les hommes, je pense, que les hommes ont plus besoin de ça qu'elles. Est-ce qu'il est important de savoir écouter, même les silences de son mari? Oui. À cette question, je dirais oui, il est important de dire aux femmes d'apprendre à écouter leur mari. Et quelqu'un, je vais dire comme on dit au quartier, ce sont aussi les enfants des gens. C'est-à-dire que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a des émotions, il a des sentiments. Sauf qu'on vit dans une société où on n'a pas appris, ce n'est pas des choses qu'on a appris à écouter. On ne nous a pas appris à écouter.
on a été éduqués à justement venir dans le mariage en recherchant un profit, en recherchant un gain. Et je dis souvent qu'on n'a pas appris aux jeunes filles à venir dans le mariage pour donner. On n'a pas appris aux jeunes femmes à venir dans le mariage pour apporter, c'est-à-dire pour être une aide, comme Hermine disait tout à l'heure. On n'a pas dit quand tu vas en mariage, c'est pour être une aide. On a appris à la jeune femme, quand tu vas en mariage, c'est pour nous rapporter beaucoup d'argent et enrichir pour réussir ta vie. Et réussir ta vie et enrichir ta famille. Donc on ne lui a pas appris que quand elle va dans le mariage, c'est vraiment pour être une aide, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire que même lorsque la femme attendra de son mari, c'est parce qu'elle aura aidé à être quelqu'un qui peut lui apporter. Maintenant, dans l'écoute, justement, pour répondre à ta question, on doit apprendre à écouter même les silences. Parce qu'il y a des personnes qui parlent, qui sont expressives, qui sont extraverties, qui peuvent dire avec des mots ce qu'elles ressentent et qui peuvent dire non, ici je n'en peux plus. Mais il y a d'autres qui ne le disent pas. Il y a des personnes qui vont vous demander pardon ou qui vont vous dire non, je n'ai pas... Qui vont vous dire des choses de manière très claire. Mais il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas par le langage, qui ne s'expriment pas d'une certaine manière, mais qui s'expriment par les silences. Vous voyez, donc il faut aussi apprendre à écouter même les silences, même ce qu'on ne dit pas. Et on apprend souvent à nos dépens. Moi, je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation conflictuelle, tu n'as pas vu la situation arriver. Après, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu te rends compte, en fait, c'est parce que je n'ai pas écouté. Parce que si j'avais écouté même les silences, si j'avais écouté les attitudes, si j'avais écouté les petits gestes, j'aurais compris. Donc, les femmes, véritablement, comme tu dis, doivent apprendre à écouter. Elles doivent être attentives. Au lieu d'attendre seulement qu'ils apportent, elles doivent écouter. Parce qu'en tant qu'aide, on doit aussi accompagner ces hommes-là à être accomplis, à être épanouis. Et c'est lorsqu'on les écoute qu'on peut mieux les accompagner, qu'on peut mieux leur donner l'énergie dont ils ont besoin pour être de meilleurs maris, de meilleurs pères aussi, on va dire. Très bien. Alors, Josiane, je vais rentrer un peu. Est-ce que dans le choix du mari, il est important que la famille intervienne dans le choix du bon mari? Oui, parce qu'aujourd'hui, on se dit, avant, il y avait des mariages arrangés. Les familles se disaient, ça c'est un bon parti pour ma fille. Quand je vois comme ça et comme ça, on a estimé que non, on est libre, on va choisir nos propres maris nous-mêmes. Après, on ne s'en sort pas forcément. Alors, est-ce qu'il est important aujourd'hui, encore en 2025, est-ce que c'est conseillé encore en 2025 aujourd'hui que la famille intervienne quand même dans le choix du mari de leurs enfants, de leurs filles? Pour moi, personnellement, oui, c'est important. Enfin, avec du recul aujourd'hui, je me dis oui. Bon, il y a 15 ans, j'aurais dit non. Alors, les gens se demandent pourquoi. Je n'ai pas dit, pardon, je suis obligée de le dire, que tu es divorcée. Donc, tu as des raisons de le dire et on t'écoute. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il est important de... Parce que quand on est amoureux, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne voit pas, qu'on ne voit vraiment pas. Et même avec un peu de recul, même on nous laisse un peu de temps, on ne verra pas ça. Parce qu'on dit souvent que l'adulte voit ce qu'il voit assis, ce que toi tu ne vois pas debout en fait. Et c'est vrai en fait, c'est vrai parce que... Et à l'époque, Hermine fait bien de parler de ça parce que à l'époque, on prenait le temps en fait. On prenait le temps de se renseigner sur la famille qui vient demander la main. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Je ne sais pas pour les autres tribus, mais chez nous, vraiment, je sais savoir, ça n'existe plus. Quand il arrive, on regarde, oui, qu'est-ce qu'il fait, quel est son pouvoir financier, il travaille où. Ah oui, tu as dit que c'était telle famille, mais vaguement. On se rappelle que tu as mentionné d'une famille, mais on n'est pas allé chercher plus que ça. Et puis, on organise vite fait le mariage. Déjà, avec Fast. Déjà, quand on disait que mais tu ne te maries pas, tu attends quoi, le temps passe et tout. Donc, tu as la pression. Généralement, les jeunes filles subissent beaucoup de pression. Tu as la pression familiale, tu as les tantes, on te dit tu travailles trop, mais tu ne vas jamais trouver un mari si tu travailles trop. Ou alors, non, mais tu es là depuis à la maison, il faut que tu partes. Donc, ça devient comme si on se débarrasse de toi. Et à un moment donné, tu n'auras plus des critères objectifs. Tu vas choisir parce que oui, il faut bien que, comme les autres sont mariés, tu sois aussi marié. Mais c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Il faut laisser, en fait, je reviens toujours aux parents, il faut laisser l'enfant, il faut laisser le temps en fait. Le temps se faire et il faut se renseigner. Parce que moi, je disais, je vais bien me renseigner avant. Il faut se renseigner. Quand tu l'as vécu, tu le comprends mieux que c'est important. C'est important pourquoi à l'époque, quand quelqu'un devait venir demander la main, mais on lui faisait des petits tests. Tests de tolérance, de patience. On pouvait t'envoyer, je me rappelle, je discutais souvent avec des amis de l'Ouest, on t'envoie dans un village au fin fond, je ne sais pas, d'une forêt,
on te demande de ramener quelque chose qu'on sait que tu ne trouveras pas. Donc, il faut jauger un peu ton degré de patience, de tolérance. D'amour peut-être aussi pour la personne. D'amour aussi, oui, pour la personne. D'engagement, exactement. Donc, on essaye de... Aujourd'hui, ces valeurs-là n'existent plus. Aujourd'hui, on veut vite se débarrasser de la jeune fille. Elle est déjà un peu vieille, il faut qu'elle aille vite en mariage. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que demain, on ne sait pas où on l'a envoyée, en fait. On ne sait pas quelle est l'assise qu'a cette famille. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment le futur gendre même traite ses propres oncles, ses propres tantes? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, dès qu'ils ont un peu le pouvoir financier, c'est le chef là-bas, c'est le pourvoyeur des biens, c'est celui à qui on demande de tout. Donc il a une certaine emprise sur les autres. Personne ne peut rien lui dire et voilà, il devient le dieu de la famille là en fait. Donc du coup, une personne comme ça, quand vous avez des problèmes, quand vous vous mariez, généralement il y a des parrains de mariage. On vous demande de faire des assises quand il y a un problème pour voir dans le premier cas si on peut le résoudre en interne. Mais ce genre de personne te dit non. Il ne s'assoit pas. Non, il ne s'assoit pas. Vous êtes qui pour le faire en soi. Donc vous voyez, il y a tout ça, il y a tous ces aspects-là qui reviennent plus tard. Et puis les parents ils se disent, mais on s'était pas bien renseigné. Mais la famille aussi même. C'est là où tout le monde découvre qui était cette famille. Pourtant, on ne sait pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, à un moment donné, les enfants sont là. Il faut faire avec. Et puis, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des valeurs. Il faut insister sur les valeurs. Et ça prend le temps pour connaître les valeurs d'une personne. Alors, quand on écoute Josiane, est-ce que ça ne favorise, ça n'entraîne pas que les gens préfèrent se marier intercommunauté un peu, parce qu'on se dit je peux mieux répondre de quelqu'un qui est dans mon entité communautaire et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un peu... Bon, pas forcément, hein, parce que parfois même le mariage intercommunautaire a des problèmes. Ils ont des problèmes parfois plus graves. Si la chance qu'on peut avoir, c'est que la culture est la même. On sait comment on peut faire les choses. Si on vient, on fait des assises, on se comprend. Mais ce n'est pas forcément la garantie que quand on fait mariage dans l'intercommunautaire, que ça réussisse. Très bien. Parce que la réussite du mariage va au-delà de tout ça. Très bien. Alors, il faut dire que les hommes, pour être un bon mari, il faut être stable au moins mentalement. Est-ce que, parce que les hommes font face aussi à beaucoup de difficultés, il est important qu'on dise aux femmes aujourd'hui que les hommes font face aux difficultés. Lesquelles, par exemple, les hommes ont beaucoup de défis? Les hommes ont beaucoup de défis. Il y a aussi une question d'éducation. Parce que vous n'allez pas demander à un homme qui, par exemple, a vu son père maltraiter sa mère, ou a vu son père battre sa mère, ou a vu son père, c'est-à-dire son père l'accompagnait chez ses maîtresses, de lui demander de l'accompagner chez ses maîtresses, vous n'avez pas lui demander de se comporter différemment. Parce que, qu'il le veuille ou non, à un moment donné, il va reproduire le schéma qu'il a vécu. C'est pour ça que tout à l'heure, Josiane parlait de connaître la famille, c'est de dire qu'il faut apprendre à connaître la famille dans laquelle on va en mariage, je veux dire, à connaître la famille du conjoint. Donc, les hommes traversent des challenges et malheureusement, dans notre société, on n'a pas appris aux gens à mettre le doigt sur les problèmes internes. C'est-à-dire que on n'a pas appris aux hommes à exprimer leurs besoins, leurs ressentis. La société attend d'eux des résultats et ils font tout pour donner ces résultats-là. On n'a pas appris aux hommes à dire « moi j'ai besoin de ça, il me manque ci, il me manque ». Je ne parle pas de besoins matériels, je parle de besoins intérieurs. Il y a des hommes qui vont être violents parce qu'ils sont en souffrance. C'est pour ça qu'on justement parle, Josiane parlait tout à l'heure, elle disait que ce n'est pas possible, mais je pense qu'il faut soigner l'enfant intérieur. Beaucoup d'hommes ont grandi avec l'éducation. Un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça. Tu dois, on les a violentés. Et ils ne peuvent pas être de bons maris. Quelle que soit l'équation que vous allez faire, ils ne vont pas être de bons maris. On va les traiter de pervers narcissiques, on va les traiter de manipulateurs, on va les traiter de ci, on va les traiter de ça. Mais c'est de dire, ok, lorsqu'on a en face de soi un homme qui présente certaines caractéristiques, il faut chercher à savoir c'est quoi son histoire. Quelle est son histoire? Et une femme devrait se dire, ok, comment je fais pour l'aider à soigner, à guérir son enfant intérieur? Comment je fais pour l'amener à comprendre qu'en fait, il a traversé il a des besoins lui aussi.
Parce que parfois, il se dit non, il n'a besoin de rien. Et on vit dans une société où le bar est devenu le thérapeute. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai une bière et quelques potes à côté, un match de football, j'ai la meilleure thérapie qu'il faut. Ça ne résout aucun problème. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est de se dire il faut apprendre que les hommes apprennent à savoir qu'ils ont des besoins émotionnels qui doivent être comblés. Parce que s'ils ne comblent pas ces besoins-là, ils ne pourront jamais être de bons maris. Très bien, on me signale que le temps est arrivé. Alors, est-ce que, en 1 minute, en 2 secondes, Josiane, est-ce que la pression sociale aussi ne joue pas à la défaveur des hommes qui, sous pression et tout ça, à la maison, deviennent des maris quand même pas très bons? Oui, forcément. Ça a forcément un impact parce qu'on vit bien dans une société avec laquelle on interagit. Donc forcément, ça a un impact sur nous. Mais c'est comment on réagit face à la situation qui se présente. On, c'est qui la femme ou bien c'est l'homme lui-même? Les deux. Les deux, c'est comment on réagit face à le problème qui arrive. Parce que forcément, on perdra le boulot un moment, forcément, on aura un manque d'énergie, forcément, il y aura un problème qui arrivera. Il y a des gens qui ont vécu des incendies, il y a des gens qui ont vécu tellement de situations difficiles qu'à un moment donné, si tu ne sais pas les gérer, et comme elle disait tout à l'heure, les émotions, il faut savoir gérer ses émotions, en fait. Ça t'évite de déraper dans tous les sens. Très bien, vraiment en 1 seconde, un conseil pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à comprendre le mari, parce que un bon mari aussi, il faut avoir une bonne femme aussi, il faut le dire. Il faut avoir une femme qui peut comprendre les périodes de sang de son homme, qui peut comprendre les baisses d'énergie de son homme, qui peut comprendre les pressions de son homme. Ça, c'est important. Un conseil aux femmes qui veulent un bon mari, mais qui elles-mêmes ne se remettent pas en question. Ouais, je dirais que les femmes doivent comprendre que la vie n'est pas stable. Il y a toujours les hauts et les bas. Et qu'il faut savoir comprendre les maris et les accompagner. Il faut apprendre à les connaître, à les comprendre et à regarder aussi à l'extérieur. La vie n'étant pas stable, les maris peuvent subir beaucoup de choses, beaucoup de pression. Tout peut arriver. Aujourd'hui, on peut être bien et demain, notre situation bascule sans que nous-mêmes on ne s'attende. Et l'homme porte la charge de tout ça. Donc, quand la situation devient difficile, il a besoin que la femme soit compréhensive, qu'elle le soutienne dans ses malheurs, qu'elle sache que ce qu'il apportait hier, il peut ne pas lui apporter ça aujourd'hui. Et s'il est sous pression, ce sera difficile qu'il lui apporte aussi autant d'amour, autant de protection, parce que lui-même en a besoin à ce moment. Très bien. Joséphine, un conseil pour ces femmes-là? D'être des femmes sages. Je dirais aux femmes d'apprendre à être des femmes sages. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est un conseil que je me donne à moi-même et que je donne aussi aux jeunes sœurs en sachant qu'on ne nous a pas éduqués. La vérité, c'est qu'on ne nous a pas éduqués à être des épouses. On n'a pas reçu l'éducation. Nous sommes allés à l'école, on a eu des diplômes, on a eu tout ce qu'on veut, mais on ne nous a pas appris à être des bonnes épouses. Donc maintenant que soit on est dans le plein, soit on se prépare dans le point, il faut apprendre à être une femme sage, une femme qui bâtit sa maison. Très bien. Alors toi, tu vas donner le conseil au mari. Qu'est-ce que tu dis à ces maris-là qui contactent pas bon, pourtant ils ont peut-être d'autres problèmes qui les empêchent de... Je dirais aux maris d'apprendre à laisser transparaître leurs émotions. Il faut savoir dire quand ça ne va pas. Quand j'ai perdu le boulot, je rentre, je dis à ma femme, j'ai perdu le boulot vraiment, mais je sais qu'on va s'en sortir. Ah, oui, c'est important parce que tout part d'abord de ce dialogue-là. Parce que si on ne le fait pas, ça va être difficile pour l'autre. Parce qu'il faudrait que la personne en face soit mentalement aussi très élevée pour comprendre les messages, les sous-jacents. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre ça. Donc il faut trouver le moyen de s'exprimer. Si on a aimé une femme un jour, on sait comment on peut transmettre un message. Ça, il n'y a aucun doute. Très bien, merci mesdames. Merci mesdames pour ce bel échange. J'espère que les femmes qui nous regardent vont en tirer quelque chose. J'ai envie de dire à une femme, on attire ce qu'on est. Si vous voulez d'un homme bon, soyez une femme bonne. Je dis ça comme ça. Je n'allais pas dire une bonne femme, j'allais dire une femme bonne parce que pour moi, la bonté, c'est une disposition de cœur. C'est une façon d'être. On est bienveillant, on ne s'invente pas bienveillant, on l'est ou on ne l'est pas. Alors, attendez de votre mari ce que vous êtes capable de lui apporter. Aidez-le aussi. Des fois, vous ne communiquez pas suffisamment ou bien vous communiquez mal. C'est-à-dire que quand vous criez sur lui, alors que vous avez un mari qui aime plutôt le silence, vous n'avez pas contribué à le laisser s'ouvrir. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ne savent pas parler à leur mari. Identifiez le genre de mari que vous avez,
le genre de conversation, sa façon de changer. Et puis peut-être que vous ferez de votre mari le mari que vous voulez, le bon mari que vous voulez. Merci d'avoir été avec nous ce soir encore. Retrouverons-nous pour une autre édition la prochaine fois. Merci à Armel, à Didier, à tous ceux qui ont travaillé pour ce programme. Retrouvons-nous. Prenez soin de vous. Au revoir.